Bonsoir et bienvenue dans Inside News Review, l'émission qui examine l'actualité congolaise au-delà des discours officiels. Ce soir, nous analysons un moment diplomatique crucial, l'allocution du président Félix Tshisekedi à Belgrade, 6 jours avant la signature d'un accord de paix avec le Rwanda, prévu le 4 décembre à Washington. Le 27 novembre 2025, face à la diaspora congolaise en Serbie, le chef de l'État congolais prononce un discours de 35 minutes. Il y annonce la fin des horreurs, promet la véritable paix et fixe des conditions strictes pour toute coopération avec Kigali. Mais dans un pays marqué par plus de 3 décennies de conflits et d'accords non respectés, cette promesse interroge. Depuis la Deuxième Guerre du Congo, débutée en 1998, les estimations de l'International Rescue Committee recensent 5,4 millions de morts jusqu'en 2007. Le conflit, qualifié de plus meurtrier depuis la Seconde Guerre mondiale, continue sous d'autres formes en 2025. Le M23, groupe rebelle soutenu par le Rwanda selon l'ONU, a tué au moins 319 civils en juillet dernier dans le Nord Kivu, 2 semaines seulement après un accord de cessez-le-feu signé à Doha. Ce soir, nous décortiquons l'allocution de Belgrade pour répondre à une question. Les conditions posées par Tshisekedi marquent-elles une rupture stratégique ou reproduisent-elles les mécanismes qui ont conduit aux échecs précédents? Nous examinerons les accords ratés, les enjeux du 4 décembre et les contradictions entre discours et réalité diplomatique. Restez avec nous. L'allocution de Belgrade contient un élément central. Félix Tshisekedi y énonce, pour la première fois publiquement, 3 conditions non négociables pour l'accord du 4 décembre. Ces lignes rouges constituent, selon ses propres termes, une rupture avec les pratiques diplomatiques des 30 dernières années. La première condition concerne le mixage et le brassage des forces armées. Je cite le président Tshisekedi. « Il est hors de question d'accepter toute idée de mixage et de brassage, c'est exclu. Ça n'existera plus dans ces accords-là. » Cette déclaration vise directement les mécanismes prévus par les accords précédents, notamment l'accord d'Addis Abeba de février 2013. Pour contextualiser, l'accord d'Addis Abeba, signé sous l'égide de l'Union africaine, de la SADC et de la CIRGL, avait permis une neutralisation temporaire du M23 en novembre 2013 après une offensive militaire conjointe. Cet accord prévoyait l'intégration de combattants rebelles dans l'armée congolaise par un processus de démobilisation, désarmement et réintégration. Selon Tshisekedi, ce mécanisme a en réalité servi d'outil d'infiltration. Je cite à nouveau, « Chaque fois qu'il y avait des accords de paix, il y avait en même temps mixage, brassage. » C'était là l'occasion d'infiltrer des éléments étrangers dans notre armée pour que quelques années plus tard, le cycle recommence. Cette accusation n'est pas nouvelle dans les cercles diplomatiques congolais, mais son énonciation publique dans un discours présidentiel constitue un durcissement de position. La deuxième ligne rouge porte sur la vérification des origines des combattants. Tshisekedi déclare « S'il y a des Congolais parmi eux, ils seront checkés. On va checker leurs origines, mais également leur comportement. Il est hors de question d'accepter, même si ce sont des Congolais, des belligérants qui auront versé le sang de nos compatriotes. » Cette formulation soulève une question juridique complexe. Comment définir et vérifier la nationalité dans une région où les populations tutsi congolaises sont souvent accusées de loyauté envers Kigali? La troisième condition concerne l'intégration régionale économique. Le président affirme « Cette intégration n'aura lieu avec le Rwanda que lorsque celui-ci aura quitté totalement le sol congolais, nous aura laissé en paix et que la confiance entre nous sera reconstruite. » Ce point mérite attention car il concerne le Regional Economic Integration Framework mentionné dans les communiqués officiels sur l'accord du 4 décembre. Selon la porte-parole de Tshisekedi, Tina Salama, cet accord d'intégration régionale a été négocié en novembre. Or, dans son allocution de Belgrade, le président congolais affirme que cet accord entrera en compte si et seulement si la paix est réellement vécue entre nos deux pays et la confiance aussi. Il existe donc une ambiguïté.
Cet accord sera-t-il signé le 4 décembre ou son application sera-t-elle conditionnée à des étapes ultérieures? Cette distinction est cruciale. Si l'accord est signé mais conditionné, cela signifie que le Rwanda pourrait obtenir une reconnaissance formelle de coopération économique sans avoir à remplir les conditions préalables. Si l'accord n'est pas signé le 4 décembre, cela indiquerait une fermeté congolaise face aux pressions américaines pour une normalisation rapide des relations. La Maison-Blanche, dans son communiqué du 1er décembre, mentionne un accord historique de paix et économique négocié par Trump. L'utilisation du singulier « accord » suggère une formulation unique englobant paix et économie, ce qui pourrait contredire la position conditionnelle de Tshisekedi. Ces trois lignes rouges posent donc un cadre doctrinal, mais pour comprendre leur portée réelle, il faut les confronter à l'historique des accords de paix dans la région des Grands Lacs. Examinons maintenant pourquoi les accords précédents ont échoué. Depuis la fin de la Deuxième Guerre du Congo en 2002, au moins 6 accords majeurs ont été signés pour stabiliser l'Est congolais. Aucun n'a produit de paix durable. Examinons cette chronologie. Premier jalon, l'accord de Lusaka, signé en juillet 1999, prévoyait le retrait des forces étrangères et le déploiement d'une mission de l'ONU. Cet accord n'a jamais été pleinement appliqué. La guerre s'est poursuivie jusqu'en 2003, causant, selon l'International Rescue Committee, environ 3,5 millions de morts dans l'est du pays entre 1990 et 2001. Deuxième étape, l'accord global et inclusif de Pretoria en décembre 2002, suivi de l'accord de paix de Sun City. Ces accords ont formellement mis fin à la guerre, mais n'ont pas résolu la présence de groupes armés étrangers, notamment les Forces démocratiques pour la libération du Rwanda, ou FDLR, composées de miliciens Hutus impliqués dans le génocide rwandais de 1994. La FDLR demeure active en 2025. Le Rwanda justifie son soutien au M23 par la menace que constitue cette milice génocidaire pour sa sécurité nationale. Kinshasa, de son côté, accuse Kigali d'utiliser ce prétexte pour maintenir une influence militaire et économique sur les zones minières de l'Est. Troisième moment clé, l'accord d'Addis Abeba de février 2013. Cet accord, signé après la création du M23 en 2012, prévoit des réformes du secteur de la sécurité, le renforcement de l'autorité de l'État dans l'Est et la démobilisation des groupes armés. Le M23 a été militairement défait en novembre 2013 par une offensive conjointe des forces armées de la RDC et de la brigade d'intervention de la MONUSCO. Cet accord a fonctionné temporairement parce qu'il combinait pression militaire et engagement politique. Mais les pourparlers de Kampala, menés parallèlement entre le M23 et Kinshasa, ont échoué. Les combattants du M23 se sont réfugiés au Rwanda et en Ouganda. En 2021, le mouvement a réémergé. Quatrième épisode, le processus de Nairobi et le processus de Luanda, lancé en 2022 après la résurgence du M23. Le processus de Nairobi, sous l'égide de la Communauté d'Afrique de l'Est, se concentrait sur le désarmement des groupes armés. Le processus de Luanda, conduit par l'Angola, traitait des questions politiques entre la RDC et le Rwanda. Les deux processus ont échoué en janvier 2025 lorsque le M23 a capturé Goma et Bukavu, déplaçant plus de 100 000 personnes. Cinquième tentative, l'accord de Washington de juin 2025. Sous médiation de Donald Trump, les ministres des Affaires étrangères de la RDC et du Rwanda signent un accord de paix préliminaire. Un mois plus tard, en juillet, le M23 tue 319 civils dans 4 villages du territoire de Rutshuru, Nord Kivu. Le haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, Volker Turk, déclare alors, je cite, « Je suis horrifié par les attaques contre les civils par le M23, malgré le cessez-le-feu récemment signé à Doha. » En novembre 2025, les représentants de la RDC et du Rwanda se rencontrent à Doha, au Qatar, pour finaliser l'accord. 2 protocoles sur 8 sont signés.
surveillance du cessez-le-feu et échange de prisonniers. Les 6 autres protocoles portant sur le calendrier de retrait, l'aide humanitaire, le retour des déplacés, la restauration de l'autorité de l'État, les réformes économiques et le traitement des groupes armés étrangers restent non finalisés. Cette chronologie révèle un schéma récurrent: signature d'accords, violation rapide, reprise des hostilités. Selon une analyse de Global Politics publiée en août 2025, les échecs sont attribuables à un manque d'incitation, d'engagement, de conformité, d'inclusivité et à des demandes contradictoires. Paul Kagame lui-même, président du Rwanda, a exprimé son scepticisme. Dans une déclaration de novembre 2025, il déclare que la paix durable ne peut être atteinte que si les personnes directement concernées sont engagées à obtenir des résultats. Cette formulation suggère qu'il conditionne sa coopération à des engagements que Kinshasa n'a pas encore pris, notamment concernant la FDLR. Face à cet historique d'échec, la question se pose: qu'est-ce qui différencie l'accord du 4 décembre des précédents? Pour répondre, il faut examiner le rôle de l'acteur nouveau dans cette équation, Donald Trump et les intérêts américains dans la région. Le 4 décembre 2025, la Maison-Blanche accueillera Félix Tshisekedi et Paul Kagame pour la signature d'un accord qualifié d'historique par l'administration Trump. Mais quelle est la nature de l'implication américaine dans ce dossier? Est-ce une médiation désintéressée ou une stratégie d'accès aux ressources minières de l'Est congolais? Depuis son retour à la présidence en janvier 2025, Donald Trump a publiquement affirmé qu'il joue un rôle dans la résolution de ce conflit. La porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, déclare le 1er décembre, je cite, « Le président Trump recevra les présidents de la République du Rwanda et de la République démocratique du Congo pour signer l'accord historique de paix et économique qu'il a négocié. » L'utilisation du terme « négocier » est significative. Elle suggère que Trump ne se positionne pas comme facilitateur neutre, mais comme architecte de l'accord. Or, selon un article de CTV News du 1er décembre, Trump a exprimé son optimisme quant à l'obtention d'un accès aux minéraux de l'Est de la RDC, donnant potentiellement aux États-Unis un avantage sur la Chine. Cette déclaration établit un lien direct entre la médiation de paix et les intérêts économiques américains. L'Est du Congo abrite des réserves majeures de coltan, de cobalt et d'autres minerais critiques pour l'industrie technologique et la transition énergétique. La Chine domine actuellement cette chaîne d'approvisionnement. Dans son allocution à Belgrade, Tshisekedi remercie Donald Trump pour son initiative. Mais il ne mentionne à aucun moment les contreparties économiques de cette médiation. Cette omission interroge. Le président congolais a-t-il négocié des garanties pour que l'accès américain aux ressources ne reproduise pas les mécanismes d'exploitation qu'il dénonce depuis 30 ans? Un élément factuel mérite attention. En novembre, lors des discussions à Washington, les représentants rwandais et congolais ont reconnu la lenteur des progrès dans la mise en œuvre de l'accord de juin. Cette reconnaissance publique d'un échec partiel intervient au moment même où Trump se présente comme garant du processus. Cela soulève une question. L'administration américaine dispose-t-elle de leviers pour contraindre Kigali et Kinshasa au respect de leurs engagements? Historiquement, les États-Unis ont maintenu des relations étroites avec le Rwanda. Paul Kagame est perçu à Washington comme un dirigeant stable dans une région volatile. Cette proximité pourrait limiter la capacité de Trump à exercer une pression équilibrée sur les deux parties. À l'inverse, la Chine, principal concurrent économique des États-Unis en Afrique centrale, a intérêt à maintenir le statu quo dans l'Est congolais. Une stabilisation sous médiation américaine pourrait réduire son influence. Cette dimension géopolitique transforme l'accord du 4 décembre en enjeu de rivalité sino-américaine. Dans ce contexte, les 3 lignes rouges de Tshisekedi peuvent être interprétées de 2 manières. Première hypothèse. Elle constitue une stratégie de négociation pour obtenir des concessions supplémentaires de la part de Kigali et de Washington avant la signature. Deuxième hypothèse, elle reflète une réelle détermination à ne pas reproduire les erreurs du passé,
quitte à risquer un échec de la médiation Trump? La réponse à cette interrogation dépendra du contenu exact de l'accord signé le 4 décembre. Si les 3 conditions énoncées à Belgrade figurent explicitement dans le texte, cela indiquerait que Kinshasa a obtenu des garanties. Si elles sont absentes ou formulées de manière vague, cela suggérerait que la pression américaine a poussé Tshisekedi à accepter un compromis fragile. Ce qui nous amène à examiner la dimension panafricaniste du discours de Tshisekedi, qui constitue un pilier de sa vision politique, mais qui entre en contradiction avec la réalité conflictuelle de la région. Dans son allocution à Belgrade, Félix Tshisekedi se définit explicitement comme panafricaniste. Je cite : « Je suis panafricaniste avant tout. Je ne peux pas imaginer le développement de la République démocratique du Congo sans imaginer aussi en même temps celui de l'Afrique. Je ne peux pas souhaiter le bonheur du peuple congolais sans souhaiter également le bonheur de tous les Africains. » Cette affirmation intervient dans un contexte particulier. Le président congolais rappelle que ses premiers voyages à l'étranger en 2019 étaient destinés aux pays voisins, avec pour objectif de leur proposer de vivre en paix à travers la mise en œuvre de politiques régionales, commerciales, économiques qui vont nous amener à nous développer ensemble et à faire le bonheur de nos populations respectives. Cette vision d'intégration régionale correspond au modèle promu par l'Union africaine et les communautés économiques régionales comme la SADC et la Communauté d'Afrique de l'Est. Elle s'inscrit dans la continuité de la zone de libre-échange continentale africaine, ou ZLECAf, lancée en 2021. Cependant, cette vision se heurte à une réalité contradictoire. Le Rwanda, État membre de ces mêmes organisations régionales, est accusé par l'ONU de soutenir militairement le M23 depuis 2022. Cette accusation, formulée dans plusieurs rapports du groupe d'experts de l'ONU sur la RDC, établit un lien direct entre les forces armées rwandaises et les opérations du M23 dans le Nord Kivu. Tshisekedi reconnaît cette contradiction dans son discours. Je cite : « Malheureusement, il y en avait qui étaient très mal intentionnés et qui, comme vous le savez, nous ont poignardés dans le dos depuis 2022. » L'expression « poignarder dans le dos » indique que le président congolais perçoit l'action rwandaise non comme un simple conflit frontalier, mais comme une trahison d'un engagement panafricain. Cette perception est renforcée par l'utilisation du terme « génocide congolais » dans l'allocution. Tshisekedi déclare : « C'est pour ça que nous parlons aujourd'hui d'un génocide congolais. Un génocide que la communauté internationale a ignoré pour des raisons évidentes. » L'usage de ce terme juridiquement défini est stratégique. Il place le conflit de l'Est sur le même plan que le génocide rwandais de 1994. Inversant ainsi la narrative selon laquelle le Rwanda agit en légitime défense contre la FDLR. Cette inversion narrative soulève une question. Tshisekedi cherche-t-il à obtenir une reconnaissance internationale du caractère génocidaire du conflit, ou utilise-t-il ce terme pour renforcer sa position négociatrice face à Kagame? L'organisation Genocide Watch, dans un rapport de septembre 2025, identifie effectivement la RDC comme étant en urgence génocidaire. Cette classification repose sur des critères établis par le sociologue Gregory Stanton, qui identifie 10 étapes conduisant au génocide. Selon Genocide Watch, l'Est congolais se trouve aux étapes 8 et 9, persécution et extermination. Cependant, l'usage du terme génocide demeure controversé dans les instances internationales. La Cour pénale internationale n'a à ce jour qualifié aucun crime commis dans l'Est congolais depuis 1998 de génocide au sens de la Convention de 1948. Les qualifications juridiques retenues sont celles de crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Cette ambiguïté juridique affaiblit la portée du discours panafricaniste de Tshisekedi. Si le conflit est qualifié de génocide, alors toute coopération avec le Rwanda devient moralement et juridiquement problématique. Si le conflit est qualifié de guerre par procuration, alors une résolution négociée reste possible dans le cadre de l'intégration régionale. Le président congolais semble opter pour une position intermédiaire.
il maintient sa vision panafricaniste tout en posant des conditions strictes. Je cite, « L'intégration régionale ne prendra en compte le Rwanda que lorsque celui-ci aura quitté totalement le sol congolais. » Cette formulation suggère que Tshisekedi distingue entre le Rwanda comme État et le régime de Paul Kagame. Cette distinction est importante pour comprendre la stratégie diplomatique congolaise. En maintenant une rhétorique panafricaniste, Tshisekedi se positionne comme défenseur de l'unité africaine tout en désignant Kigali comme facteur de division. Cette posture lui permet de solliciter le soutien de l'Union africaine et des États membres de la SADC qui ont condamné à plusieurs reprises les violations de souveraineté congolaise. Mais au-delà des considérations diplomatiques, le discours de Belgrade contient également un volet de politique intérieure. Tshisekedi y développe un narratif de reconstruction nationale qui mérite examen. L'allocution de Belgrade ne se limite pas aux questions de paix et de géopolitique. Une partie substantielle du discours est consacrée aux politiques intérieures du régime Tshisekedi, notamment dans les domaines de l'éducation, de la santé et du développement territorial. Le président congolais présente ces politiques comme des instruments de reconstruction nationale après des décennies de délabrement institutionnel. Je cite, « J'ai hérité d'un pays qui était exsangue, un pays qui était dans des situations plus que désespérées. Et aujourd'hui, je peux vous dire avec fierté que le Congo est en train de regagner sa dignité et son respect international. » Cette affirmation repose sur 3 piliers. Le premier concerne l'éducation. Tshisekedi rappelle la mise en place de la gratuité de l'enseignement fondamental qui a permis le retour de plus de 5 millions d'enfants dans le système scolaire. Ce chiffre, s'il est exact, représente une augmentation significative du taux de scolarisation dans un pays où, selon les données de l'UNICEF, près de 7 millions d'enfants en âge scolaire n'étaient pas scolarisés en 2019. Cependant, le président reconnaît les limites de cette politique. Je cite, « Les écoles n'arrivent même plus à contenir ce flot d'enfants revenus dans le parcours scolaire. » Cette déclaration révèle une insuffisance d'infrastructures scolaires. Le gouvernement congolais annonce la construction de nouvelles écoles, mais le rythme de construction reste plus lent que le flux du retour. Cette situation soulève une question de qualité. Si les écoles existantes sont surpeuplées et que la construction de nouvelles infrastructures est lente, quelle est la qualité effective de l'enseignement dispensé? Le président ne fournit aucune donnée sur le ratio élèves-enseignants, sur la formation des enseignants ou sur les résultats scolaires. Le deuxième pilier concerne la santé. Tshisekedi met en avant la politique de couverture sanitaire universelle, qui cible en priorité la catégorie mère-enfant. Je cite, « Aujourd'hui au Congo, dans les hôpitaux publics, l'accouchement est gratuit. On prend même en charge les consultations prénatales au moins 1 mois avant l'accouchement et postnatales ou néonatales après aussi. » Cette politique aurait eu, selon le président, un impact considérable sur le taux de mortalité. Cependant, aucune statistique précise n'est fournie. Selon les données de l'Organisation mondiale de la santé, le taux de mortalité maternelle en RDC était de 473 décès pour 100 000 naissances vivantes en 2020. Pour évaluer l'impact réel de la politique de gratuité, il faudrait disposer de données comparatives pour 2023-2025, ce que le discours ne fournit pas. Le troisième pilier concerne le développement local à travers la politique des 145 territoires. Cette politique, lancée en 2020, vise à doter chaque territoire administratif de la RDC d'infrastructures de base, écoles, centres de santé, bâtiments administratifs et énergie électrique. L'objectif affiché est de freiner l'exode rural en maintenant les populations dans leur territoire d'origine. Je cite, « Il faut doter ces territoires de moyens qui puissent permettre à nos populations de rester là-bas et de travailler au développement de ces territoires. » Cette politique repose sur une hypothèse, la disponibilité d'infrastructures et d'énergie attirera des investissements privés qui créeront de l'emploi local. Tshisekedi affirme.
Ce n'est que dans des endroits où il y a de l'énergie que des sociétés peuvent naître, des entreprises peuvent naître. Cependant, le président reconnaît que cette politique a un peu battu de l'aile à cause des problèmes de sécurité. La formulation « battu de l'aile » suggère un ralentissement ou un échec partiel. La raison invoquée est la mobilisation de ressources pour soutenir l'armée au front dans l'Est. Cette reconnaissance établit un lien direct entre la politique de développement local et la résolution du conflit avec le Rwanda. Sans paix dans l'Est, les ressources budgétaires sont absorbées par l'effort de défense, limitant les investissements dans les territoires. Cette logique renforce l'importance de l'accord du 4 décembre pour la viabilité du projet politique de Tshisekedi. Mais au-delà des politiques intérieures, le président congolais utilise l'allocution de Belgrade pour mobiliser la diaspora. Ce point mérite examen car il révèle une stratégie de construction d'un réseau transnational de soutien au régime. L'allocution de Belgrade s'adresse directement à la diaspora congolaise en Serbie. Mais le message dépasse ce cadre géographique restreint. Tshisekedi définit la diaspora comme un acteur à double fonction, ambassadeur de l'image du Congo et contributeur au développement national. Sur le premier point, le président formule une demande explicite. Je cite, « Je vous demande à vous, chers compatriotes, d'être nos ambassadeurs dans ce pays. Montrez-vous corrects avec les Serbes, corrects vis-à-vis des lois et des coutumes de ce pays. Ne vous mettez jamais en porte-à-faux par rapport à cela et donnez toujours une très belle image de la République démocratique du Congo. » Cette formulation révèle une préoccupation stratégique. Tshisekedi établit un lien direct entre le comportement individuel des membres de la diaspora et la perception internationale du Congo. Je cite, « L'image du Congo commence par vous qui vivez ici. Cette image est la même lorsqu'il vous venir en République démocratique du Congo pour y investir. » Cette logique s'inscrit dans le contexte de la relation avec la Serbie. Le président consacre une partie substantielle de son discours à remercier le président serbe Aleksandar Vučić, qu'il présente comme un allié désintéressé. Je cite, « Il le fait par amitié. Il n'y a aucun intérêt quelconque qu'il a mis devant. Même quand ses collaborateurs ont voulu faire avancer les échanges commerciaux, il a pris soin de dire « D'abord, nous voulons le bien pour le Congo gratuitement. On n'attend rien en retour, rien en échange. » Cette présentation de la Serbie comme partenaire désintéressé contraste avec la critique implicite des relations avec d'autres puissances, notamment occidentales, que Tshisekedi accuse d'avoir soutenu le Rwanda dans le pillage des ressources congolaises. Cette distinction entre amis authentiques et partenaires intéressés structure le discours diplomatique congolais. Sur le deuxième point, la contribution au développement, Tshisekedi formule une attente plus concrète. Je cite, « Je compte aussi sur vous, diaspora, lorsque nous aurons les infrastructures adéquates pour pouvoir ramener votre expertise, pas seulement dans les grandes villes Kinshasa, Lubumbashi, Butembo, Goma, Bukavu, mais d'aller au fin fond du pays. » Cette demande s'inscrit dans la logique de la politique des 145 territoires. Le président envisage la diaspora comme un réservoir de compétences techniques et managériales qui pourrait compenser le déficit de cadres locaux dans les territoires ruraux. Cette vision repose sur l'hypothèse que les membres de la diaspora accepteront de s'installer dans des zones rurales une fois dotés d'infrastructures de base. Cependant, le discours ne précise pas les mécanismes d'incitation qui seraient mis en place pour encourager ce retour. Aucune mention n'est faite de facilités fiscales, de garanties sécuritaires ou de programmes de soutien à l'installation. Cette absence de précision suggère que l'appel à la diaspora relève davantage d'une mobilisation symbolique que d'une politique structurée. Un élément additionnel mérite attention. L'annonce d'une mesure concrète concernant les étudiants boursiers à l'étranger. Tshisekedi déclare « L'État congolais doit venir à votre rescousse et vous apporter le petit plus qui manque pour vous permettre de vivre dans des conditions adéquates. »
le président donne instruction à la vice-ministre des Affaires étrangères de recenser tous les étudiants congolais à l'étranger via les ambassades et de mettre en place une subvention mensuelle. Cette mesure, si elle est effectivement mise en œuvre, représenterait une dépense budgétaire significative. Elle révèle également une stratégie de fidélisation. En soutenant financièrement les étudiants, le régime espère obtenir leur loyauté politique et leur retour ultérieur au pays. Cette logique de construction d'un réseau de soutien transnational s'inscrit dans un contexte politique intérieur tendu. Tshisekedi fait face à une opposition qui conteste sa légitimité électorale après la présidentielle de décembre 2023. La mobilisation de la diaspora constitue donc également un enjeu de légitimation internationale. Ces différentes dimensions, paix, développement, mobilisation diasporique, convergent vers une question centrale que le discours de Belgrade laisse partiellement en suspens. Quelle est la vision stratégique du Congo pour les années à venir? Pour répondre, il faut examiner la manière dont Tshisekedi articule ressources naturelles, jeunesse et positionnement géopolitique. Dans la partie centrale de son allocution, Félix Tshisekedi développe un concept qui structure sa vision politique. Le Congo comme pays solution aux défis mondiaux. Cette formulation, qui revient à plusieurs reprises dans ses discours depuis 2020, repose sur l'inventaire des ressources naturelles congolaises et sur leur potentiel de réponse aux crises globales. Le président énumère 4 catégories de ressources. Première catégorie, les terres arables. Je cite, « Nous avons près de 80 millions d'hectares de terres arables et aujourd'hui, on parle de famine dans le monde. Nous n'avons même pas cultivé plus de 10% de ces terres arables. Regardez un peu la marge de progression que nous avons par rapport à cette famine qu'il y a dans le monde. » Cette affirmation positionne le Congo comme solution à la crise alimentaire mondiale. Cependant, elle ne mentionne pas les obstacles à la mise en culture de ces terres. Absence d'infrastructures de transport, insécurité dans les zones rurales, manque de mécanisation agricole et faiblesse de l'accès au crédit pour les agriculteurs. Deuxième catégorie, les ressources en eau. Je cite, « Nous avons près de 52% des eaux douces d'Afrique, près de 10% des eaux douces du monde. C'est énorme aujourd'hui où la désertification est en train d'avancer en Afrique. » Cette affirmation se réfère principalement au bassin du Congo et à ses affluents. Le potentiel hydroélectrique du Congo est estimé à 100 000 MW, soit l'équivalent de la consommation électrique de l'Afrique subsaharienne. Cependant, la production effective ne dépasse pas 2500 MW, dont la majorité provient des barrages d'Inga sur le fleuve Congo. Troisième catégorie, la forêt tropicale. Je cite, « Il y a le bassin forestier dont nous possédons, le bassin du Congo, nous possédons au moins les 60%. Cela nous aide à être le poumon de la planète, un des poumons à côté de l'Amazonie et de l'Indonésie. » Cette référence au « poumon de la planète » inscrit le Congo dans les débats sur le changement climatique. La forêt du bassin du Congo absorbe environ 1,2 milliard de tonnes de CO2 par an. Selon les données de l'Initiative pour la forêt de l'Afrique centrale, cette fonction écologique a donné lieu à des mécanismes de compensation carbone, notamment lors de la COP27 en 2022. Quatrième catégorie, non énumérée dans l'allocution mais implicite, les minerais stratégiques. Bien que Tshisekedi ne développe pas ce point à Belgrade, il fait référence aux richesses qui attirent les pillages. Le Congo détient 70% des réserves mondiales de cobalt, 30% des réserves de diamants industriels et des quantités significatives de coltan, cuivre, or et lithium. Après cet inventaire, le président formule une mise en garde. Je cite, « Si nous n'avons pas une population qui est préparée à gérer tout ça, à la fois la pression, mais aussi les biens précieux que nous avons, nous courons à notre perte, si pas à notre balkanisation. » Le terme « balkanisation » est significatif. Il fait référence au processus de fragmentation territoriale qui a affecté les Balkans au XXe siècle. Son utilisation suggère que Tshisekedi
perçoit une menace existentielle pesant sur l'intégrité territoriale du Congo. Cette menace serait alimentée par la convoitise internationale des ressources et par l'incapacité de l'État à les protéger. Cette perception justifie l'accent mis sur l'éducation de la jeunesse. Tshisekedi affirme que plus de 60 à 70% de la population congolaise a entre 0 et 35 ans. Cette structure démographique, caractéristique de l'Afrique subsaharienne, est présentée comme une bénédiction, à condition que cette jeunesse soit formée et aguerrie. Le président a récemment organisé une table ronde pour l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes, qu'il qualifie d'assise mémorable. Cette initiative, menée en collaboration avec les ministres des PME, du Travail, de la Jeunesse et du Genre, vise à structurer une politique d'emploi jeune. Cependant, aucun chiffre n'est fourni sur le nombre d'emplois créés ou sur les mécanismes de financement de l'entrepreneuriat. Cette absence de données concrètes est récurrente dans le discours. Tshisekedi présente une vision d'ensemble, le Congo Solution, mais ne détaille pas les étapes de mise en œuvre ni les indicateurs de réussite. Cette rhétorique visionnaire, typique des discours présidentiels, laisse en suspens la question de la capacité effective de l'État congolais à transformer ses ressources en développement. Ce qui nous ramène au point de départ, l'accord du 4 décembre. Car sans stabilisation de l'Est, sans contrôle effectif du territoire et sans capacité à négocier des termes équitables avec les puissances étrangères, la vision du Congo Solution reste une aspiration plutôt qu'une réalité politique. L'allocution de Belgrade révèle une stratégie en 3 temps. Premier temps, poser des conditions strictes pour l'accord de paix, rompant avec les mécanismes d'infiltration qui ont caractérisé les accords précédents. Deuxième temps, mobiliser la diaspora comme réseau de soutien et de compétences puis le développement national. Troisième temps, positionner le Congo comme acteur géopolitique incontournable grâce à ses ressources naturelles. Mais cette stratégie se heurte à une réalité documentée. Depuis 1999, aucun accord de paix signé dans la région des Grands Lacs n'a produit de stabilisation durable. Les mécanismes d'échec sont connus. Absence de mécanismes de vérification indépendants, manque de sanctions crédibles en cas de violation, divergence d'intérêts entre les médiateurs internationaux et les parties au conflit. L'accord du 4 décembre présente 2 caractéristiques qui le distinguent des précédents. Première caractéristique, l'implication directe de Donald Trump qui en fait une affaire personnelle et qui lie explicitement cet accord à l'accès américain aux minerais stratégiques. Cette dimension transactionnelle pourrait garantir un suivi plus strict que lors des médiations précédentes, mais elle introduit également un risque, que la stabilisation soit conditionnée à des concessions économiques congolaises favorables aux États-Unis. Deuxième caractéristique, la formulation de lignes rouges par Tshisekedi avant la signature. Cette stratégie de communication publique vise à verrouiller sa position négociatrice et à se prémunir contre les accusations de faiblesse qui ont pesé sur ses prédécesseurs. Mais elle comporte un risque. Si l'accord signé le 4 décembre ne contient pas les garanties énoncées à Belgrade, le président congolais sera accusé d'avoir cédé sous pression américaine. L'enjeu réel dépasse donc la signature formelle. Il porte sur 3 questions non résolues à ce stade. Première question, le calendrier précis de retrait des forces rwandaises et du M23 de l'Est congolais. Les 6 protocoles non finalisés lors des discussions de Doha en novembre concernent directement ce point. Sans calendrier contraignant, l'accord risque de reproduire le schéma de l'accord d'Addis-Abeba de 2013, qui n'avait pas empêché la résurgence du M23 en 2021. Deuxième question, le traitement de la FDLR. Paul Kagame conditionne sa coopération au désarmement de cette milice Hutu, qu'il considère comme une menace existentielle pour le Rwanda. Kinshasa, de son côté, accuse Kigali d'utiliser ce prétexte pour justifier son ingérence. Aucune solution n'a émergé lors des discussions préparatoires.
Si ce point n'est pas résolu le 4 décembre, le conflit risque de se déplacer vers d'autres groupes armés sans que la stabilisation ne soit atteinte. Troisième question. La restauration de l'autorité de l'État congolais dans les zones actuellement contrôlées par le M23. Ces zones incluent des villes stratégiques comme Bunagana, Rutshuru et certains quartiers de Goma. Le retour de l'administration congolaise nécessite non seulement le retrait des groupes armés, mais également le déploiement de forces de sécurité, de magistrats, de fonctionnaires et de services publics. Cette capacité de projection de l'État reste limitée, comme en témoigne l'échec de la politique des 145 territoires dans les zones sécurisées. Au-delà de ces trois questions techniques, l'enjeu fondamental porte sur le contrôle. Qui contrôlera l'Est du Congo après la signature de l'accord? Les autorités congolaises, les forces internationales de maintien de la paix, les groupes armés résiduels ou des acteurs économiques étrangers sous couvert de stabilisation. L'allocution de Belgrade ne répond pas à cette question. Elle pose des conditions, formule une vision, mobilise un soutien diasporique. Mais elle laisse en suspens la question de la capacité effective de l'État congolais à exercer sa souveraineté sur un territoire qu'il ne contrôle pas militairement depuis 3 décennies. C'est cette incapacité structurelle qui explique la récurrence des échecs diplomatiques. Les accords de paix signés depuis 1799 ont tous buté sur le même obstacle, l'incapacité de Kinshasa à projeter et maintenir une autorité effective dans l'Est. Tant que cette incapacité persiste, les groupes armés continueront à opérer, les minerais continueront à être exportés illégalement et les populations civiles continueront à payer le prix de cette instabilité chronique. Le 4 décembre marquera-t-il une rupture ou un énième chapitre de cette histoire? La réponse dépendra moins du contenu de l'accord signé à Washington que de la mise en œuvre effective des mécanismes de retrait, de vérification et de restauration de l'autorité étatique. Et c'est sur ce point que le discours de Belgrade reste le plus silencieux. La question qui demeure est donc celle-ci. Au-delà des promesses de véritable paix, l'accord du 4 décembre s'attaquera-t-il aux causes structurelles du conflit, faiblesse de l'État, compétition pour les ressources, ingérence régionale, ou se contentera-t-il de geler temporairement les hostilités en préparant le prochain cycle de violence? C'était Inside News Review, l'investigation qui va au-delà des apparences. Nous vous donnons rendez-vous pour un prochain épisode où nous analyserons les résultats concrets de l'accord du 4 décembre. D'ici là, continuez à vous informer, à questionner et à exiger des réponses. Bonne soirée.